Bien, bonjour à tous et merci d'être restés pour cet après-midi. Donc nous allons poursuivre la journée avec une table ronde très justement intitulée « Comment faire venir à la lecture ceux qui n'aiment pas lire ?» Je crois que c'est une question, une belle question, une question qu'a dû se poser à tout moment n'importe quel acteur du livre, auteur, éditeur, libraire, bibliothécaire, et qu'on se la pose tous les jours, je pense. Donc voilà, donc on va essayer de donner quelques éléments de réponse. Donc pour réfléchir à la question avec moi, cet après-midi, nous avons 2 auteurs, 2 éditeurs. Il y a un bout de la chaîne du livre qui manque, ce sont les bibliothécaires et les libraires, mais je crois qu'il y en a dans la salle. Donc ça veut dire que je vais vous faire intervenir à un moment ou à un autre. Alors, pour présenter les intervenants, donc je vais commencer honneur aux dames, évidemment, par Nadine Brincombe. Donc vous êtes auteur depuis plus de 30 ans, vous avez à votre actif une centaine de livres. Parmi les plus connus peut-être, donc on peut citer Grand Loup, Papa à grands pas, Arthur et les gens très pressés. Vous avez plusieurs éditeurs, Flammarion, Nathan, Bayard, et puis vous allez sortir au mois de juin avec Stéphane Huzard qui est à vos côtés, un livre chez ABC Mélodie. Alors vous n'êtes pas seulement auteur, vous travaillez aussi beaucoup avec les enfants. Vous avez une solide expérience sur ce terrain-là et vous avez une formation de psychologue clinicienne. Donc Stéphane Huzard, vous avez un parcours atypique. Vous ne venez pas de l'édition comme vous m'avez dit, mais vous venez du milieu musical. Vous avez vécu 17 ans en Australie. C'est là-bas que vous avez commencé à créer une maison d'édition justement pour fabriquer des livres, pour initier les enfants aux langues. Et c'était des livres musicaux. Et une fois rentré en France en 2007, vous vous êtes vraiment lancé dans l'édition. Donc aujourd'hui, vous avez, je crois, 120 titres à votre catalogue, donc de l'album au roman, en passant par les livres CD. Et la ligne de la maison, c'est toujours les voyages, les langues et puis tout ce qui est découverte culturelle. Alors un autre parcours atypique, c'est Paul Ivoire, donc vous êtes auteur aussi. Alors vous dites que vous êtes un auteur tout frais parce qu'effectivement la série Poule, Renard, Vipère, alors le premier tome est sorti en 2017 chez Poulpe Édition, c'est ça ? Voilà. Donc pour expliquer un peu qui vous êtes, vous avez une formation scientifique, vous êtes aussi musicien et vous êtes père au foyer depuis 2005, père de 4 enfants, et vous m'avez dit que c'était une activité qui vous avait permis d'écrire justement. Et ensuite Florent Patron, donc vous êtes un pur produit du monde du livre, ça fait 20 ans que vous œuvrez dans la chaîne du livre. Donc vous avez fait un long passage chez Cobb Braise et puis en 2012 vous avez créé votre maison avec 2 associés qui est Locus Solus, donc maison bretonne mais généraliste. Alors vous avez quand même quelques thèmes dominants, je crois qu'il y a la mer, le patrimoine, la littérature, compléter les arts, voilà. Et vous avez aussi un label jeunesse, voilà. Alors pour commencer, je voulais vous poser une question à vous 4, puisqu'on parle de gens qui n'aiment pas lire. Quel lecteur vous étiez quand vous étiez plus petit ? Est-ce que vous étiez vous-même un petit lecteur, comme on dit, ou au contraire des grands lecteurs ? Qui commence ? Alors il y a un micro... Ouais. 1, 2. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Huzard, ABC Mélodie, une maison d'édition qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. Et comme tu l'as merveilleusement décrit, la ligne éditoriale de la maison est le voyage, la découverte des cultures. Et moi, je suis un être très curieux. Donc, quand j'étais petit, j'étais très curieux. Je suis le 6e enfant d'une fratrie de 6 enfants. Et les livres qu'on avait à la maison, enfin, en tout cas celui qui m'a vraiment marqué, c'est Roule Galette.
donc au Père Castor. Et comme par hasard, cette galette qui décide de quitter le rebord de la fenêtre et part rouler dans la forêt, je pense que ça a été le premier déclic pour moi du voyage. Et c'est assez symbolique, mais j'ai après ce livre eu fortement envie de m'évader. J'ai grandi, après j'ai lu la série du Club des 5. À la maison, on écoutait plus de musique qu'on avait en variété de lecture. Donc moi j'ai baigné dans l'opérette, plus tard grâce à un de mes frères, la musique bretonne. Alan Stivell, Tria, Nan Triskel, et la musique ne m'a pas quitté. Et donc les voyages que j'ai faits en fait reflètent un petit peu ce goût pour l'aventure, pour la curiosité. Et comme par hasard, hein, la ligne éditoriale de la maison est devenue un prolongement en fait de ma vie. Voilà. D'accord. Nadine? Alors, je ne sais pas si j'ai autant conscience de ce rapport que j'ai avec l'écriture, en fait, mais je dirais que je suis très attachée aussi aux livres que j'ai lus très petite, et en particulier par rapport aux images, et effectivement beaucoup d'albums du Père Castor. Moi, je me souviens plus de Poule Rousse, enfin de tous ces chemins dessinés avec les trajets, Et après, j'étais très bonne lectrice. En fait, j'étais très bonne élève. J'étais dans un milieu qui n'était pas un milieu très aisé, sur cette culture de cette génération de parents qui s'est construite seule et pour qui la réussite scolaire est un impératif. Donc, j'étais très vive sur le plan cognitif, justement. Et j'ai dû faire un gros boulot, moi, enfin, un gros boulot. En fait, il a fallu que ça se passe pas bien scolairement, après le collège, en gros, je pense, pour que je m'approprie vraiment un projet d'écriture personnelle. Et ça, souvent dans les interventions, j'en parle, parce qu'on arrive en tant qu'auteur dans les classes, et l'auteur, peut-être contrairement au statut social global, là, qui est en grand questionnement, on arrive avec une image de réussite pour les enfants énorme. Et donc, je leur explique quand même qu'un bon auteur, pour moi, c'est quelqu'un qui écrit à partir de ses fragilités. Et qu'il y a un parcours, en fait, il y a un gros travail sur laisser faire les choses et revenir dans le terrain de l'émotion pour que le texte prenne du sens. Voilà. Alors, on va reparler tout à l'heure de l'émotion et de la part que ça prend dans votre travail. Paul, quel lecteur étiez-vous ? Vous, le scientifique ? Je trouve que l'intérêt de ce genre de table ronde, c'est de se poser la question. En fait, justement, je me suis dit comment donner envie de lire, et je me suis posé la question moi-même de me dire comment moi j'ai eu envie de lire ou comment j'ai découvert la lecture. Et je pense que j'ai eu une grosse poussée de lecture en CM2, moi, parce que l'instituteur nous avait donné un temps. En fait, tous les matins, on arrivait en classe, on avait une demi-heure de lecture libre. Donc, on avait une bibliothèque au fond de la classe et on allait se servir. Et en fait, j'ai souvenir que j'avais envie d'aller à l'école, en fait. Et alors, il faisait ça parce que on était de service, il fallait faire la cantine dans les autres classes. Donc, quand moi, j'étais de service de cantine, que je ne pouvais pas lire la suite de mon livre, je redoutais cette semaine-là où j'étais de cantine toute la semaine, quoi, voilà. Donc, je pense que j'ai eu une grosse poussée de lecture à ce moment-là. Et je pense, alors peut-être qu'on y reviendra, mais moi ce qui m'a aidé c'est d'être abonné, les abonnements, donc Pomme d'Api. Je me souviens que mes parents ils me lisaient ça quand j'étais petit, la lecture offerte, enfin, je trouve que c'est une porte d'entrée sur la lecture énorme. Donc Pomme d'Api, après Okapi, donc dans la boîte aux lettres, c'est les albums qui arrivent là, moi c'était magique. Et puis après donc les BD, j'ai lu beaucoup de BD moi, donc en fait même Tintin, Astérix, Lucky Luke, enfin je trouve que c'est une porte d'entrée aussi. Et puis après, Club des 5, les romans, les Fantomettes, moi. Voilà. Oui. Donc ça m'a bien plu. Voilà. Bon, je pense que notre génération, je pense qu'on est un peu tous de la même génération. Là. Voilà. Donc ça parle peut-être pas à tout le monde, mais voilà. Alors, à moi, donc... moi, je suis un peu comme Nadine, peut-être, c'est-à-dire j'étais certainement bon élève et bon lecteur et gros lecteur, effectivement petit. Je me souviens aussi de séances de lecture avec nos enseignants du primaire
qui allait nous faire lire dehors, et on avait chacun un chapitre à lire à voix haute, debout devant tout le monde, du Clan des Sept ou de Fantomètre, etc. Et c'était des moments magiques où on devait se lever et lire à voix haute, chacun donc un chapitre. Juste une anecdote, moi j'ai toujours lu les livres par la fin, dans le sens où j'ai lu avec passion des milliers de fois tout droit réservé, y compris l'URSS, imprimé à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, et voilà, les achevés d'imprimer me passionnaient. Et les copyrights et tous ces banlieues du texte, comme dit Paul Fournel, qui a fait un texte intéressant un jour. Et je ne savais pas que j'allais travailler un jour dans l'édition, mais je pense que j'étais un peu programmé, comme vous voyez. Oui. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par là, parce que vous avez déjà dressé quelques pistes. Donc, je voulais découper la table ronde en 2 parties, puisque ça me semblait plus logique. C'est comment on fait pour donner envie de lire. Comment on fait quand on conçoit des livres comme éditeur ou comme auteur pour donner cette envie, et une fois qu'on a fabriqué ces livres, comment on fait pour les apporter aux enfants, parce que je crois que c'est aussi un des enjeux. Donc, comme vous avez commencé à dresser quelques pistes, on va passer sur la partie comment on fait pour les apporter aux enfants. Alors peut-être Nadine ou Paul, parce que je crois que vous intervenez beaucoup dans les écoles ou auprès des enfants. Et je crois que Nadine, vous me disiez d'ailleurs que les enfants qui déclarent ne pas lire, c'est compliqué à désamorcer. Donc pourquoi c'est compliqué et comment vous faites ? Alors, en fait, dans les interventions, alors, en tant qu'auteur, on est très sollicité dans les interventions, bibliothèque, école, prison, hôpital. En fait, ça dépend un peu de nos options. Mais en fait, dans mon parcours, j'étais instite remplaçante, moi, quand j'avais 17 ans, en fait. Ça ne m'intéressait pas du tout. C'était vraiment une obligation d'aller au boulot. Et ça m'a obligée... En fait, j'ai fait 2 choses après le bac. J'ai été instite et je me suis passionnée pour les pédagogies actives. En fait, je suis allée me former auprès des instituts Freinet qui existaient encore et Montessori. Et je crois que ça m'a vraiment sauvée sur vraiment l'intérêt de qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie, qu'est-ce que c'est que transmettre. Et alors, rappelons que Freinet, il a quand même été... licenciée de l'éducation nationale, et que Maria Montessori, c'est la première femme médecin en Italie. C'est-à-dire que c'était vraiment des personnalités qui se sont battues en partant d'enfants en difficulté pour construire leur pédagogie. Maria Montessori a toujours dit « Je pars des gens les plus en difficulté et ça va être utile à tout le monde ». Et moi, pour moi, ça recoupe beaucoup tout ce qui s'est dit autour des collections pour 10. Ça, c'est vraiment, je trouve, une chose importante. La difficulté, quand on arrive à la résoudre, elle est utile à tout le monde. Et l'autre pan, c'est Freinet, qui, revenant de la guerre, était devenu sourd. Et il a été obligé d'inventer une pédagogie parce qu'il ne pouvait plus hausser la voix et il n'entendait plus les enfants. Donc le début de sa pédagogie, c'est toujours un empêchement. Et puis l'autre axe, c'est qu'en fait, moi j'avais lu les antipsychiatres. En fait, c'était la mode quand j'avais 16 ans, 17 ans. Les antipsychiatres aussi bien en Italie, aussi bien en Angleterre. Lang, Cooper, enfin... et du coup, je suis entrée en cours de psychologie le soir, après le boulot, en fac du soir, qui existait à l'époque beaucoup, où il y avait beaucoup de gens qui faisaient plein de boulots, d'ailleurs différents, et pour entendre parler de ça. Et en fait, j'ai fait des études de psychologie où je n'ai jamais entendu parler d'antipsychiatre. Voilà. Donc, j'ai eu ces 2 axes-là qui, en fait, à mon premier texte publié, où on m'a demandé d'intervenir dans les classes, j'y suis allée avec ce substrat-là, c'est-à-dire en fait ce que je faisais avec des enfants qui étaient quand même énormément basés sur le travail autour de l'émotion et autour de la sensation. Et ce travail-là dans l'atelier d'écriture, du coup, j'ai eu beaucoup plus de demandes à l'époque d'ateliers d'écriture longs, sur une semaine, ou que d'interventions ponctuelles. Et vraiment, j'ai développé cette façon de travailler à partir de la sensation, du corps et de l'émotion. Alors, il y a un monsieur, moi, qu'on n'a pas cité ce matin, mais sur lequel, moi, je m'appuie énormément dans sa réflexion, c'est Winnicott. C'est vraiment quelqu'un qui a parlé de l'espace transitionnel, du fait que l'espace culturel, c'est un espace de transition, et que l'imaginaire, les enfants qui sont en difficulté scolaire, je pense qu'il y a un défaut d'imaginaire, un défaut de capacité d'imaginaire pour X raisons dans leur parcours de vie, et qu'il y a
énormément de façons de réouvrir ça, mais en se rendant compte que c'est là que ça se passe en fait. Et du coup, tout ce qui est en début d'atelier d'écriture, pour être très concrète, moi souvent je demande aux enfants et aux adultes de fermer les yeux et je les touche. En fait, je leur touche la joue, je leur touche une partie du corps, je les préviens, je leur dis je ne vais pas vous mettre en fragilité, mais il va falloir abandonner quelque chose du contrôle. Et les tout petits le comprennent, le captent très très bien, aussi bien que les adultes. Et en fait, les mots, ils découvrent même que le langage, l'oralité, qui est très importante, je crois, ça je recoupe Thierry, là il y a un gros boulot à faire là-dessus, l'oralité et l'écrit sont absolument au même endroit dans la construction. Et on l'oublie, c'est-à-dire l'exigence scolaire telle qu'elle est posée fait qu'on est tout de suite, et du coup on va repartir de cette histoire aussi de bac, parce que tout s'enchaîne, c'est que on a cette exigence que très vite on soit dans le concept, dans le cognitif, dans l'intellect, alors que les neurosciences le redécouvrent. Les deux sont absolument mêlés. On ne peut pas être dans le cognitif sans être dans l'émotionnel. Et on a même deux mots pour dire quelque chose qui n'est pas si séparé que ça. Donc recourir, en fait, beaucoup de blocages d'enfants sont des moments de blocage d'émotions qui vont les couper du sens. Et très tard, y compris au lycée, y compris... et en fait, il y a vraiment à désamorcer. Et par exemple, des choses très concrètes, travailler dans la détente. Demander aux gens de s'allonger par terre et leur dire du texte. La compréhension, parfois, s'ouvre d'un coup. Et les gens se rendent compte qu'ils sont capables de compréhension. Et c'est là qu'ils reprennent pouvoir sur leur propre cheminement d'apprentissage. Donc moi, je passe par des toutes petites choses en réalité, en début d'atelier. D'accord. Et donc l'importance de la lecture à voix haute, que vous disiez, et moi ça me fait penser à Daniel Pénac, qui, je crois que c'était quand comme un roman était sorti, où il expliquait qu'il était enseignant dans des lycées professionnels, et il expliquait que comme le faisait, je crois, votre instituteur, il consacrait X% de son cours à lire à voix haute à ses élèves, et que ça avait permis d'amener à la lecture certains élèves dits récalcitrants. On oublie, en fait, historiquement, on oublie le lien dans le fait d'écrire. Alors on connaît parce que Flaubert parlait du gueuloir, hein, je crois, c'est-à-dire oui, de entendre que son propre texte nous revient. Et c'est, en fait, il y a un lien très fort entre l'oralité et l'écrit, entendre du texte. Hein. C'est un très bon outil de réécriture, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait, oui. Donc la lecture à voix haute, c'est une des pistes. Alors, Paul, je crois que vous faites vous utilisez d'autres choses aussi avec les enfants. Oui, en fait, ça dépend de l'âge, en fait. Surtout, moi, j'interviens du CP à la 6e. Voilà, c'est mon public, on va dire. Les CP, la lecture offerte, de toute façon, la lecture offerte, ça revient partout. Toutes les institutrices ou les instituteurs m'ont dit, que ce soit des écoles Montessori, des écoles... moi, j'ai eu tous les publics, privés, publics, enfin, voilà. La lecture offerte, c'est vraiment le moyen d'amener l'enfant à la lecture plaisir, parce que c'est le plaisir qui va ensuite conduire à l'imaginaire. Enfin, quand vous dites offerte, c'est quelqu'un qui lit... C'est lecture offerte, c'est, voilà, l'institutrice lit. Alors, soit des chapitres, soit des extraits... Et là, je rejoins l'émotion, parce que j'ai eu une classe de CP à Chambéry, là, il y a 2 jours. La maîtresse leur a lu, et les enfants disaient « on a eu peur ». On a eu peur pour le petit poussin, là, Albin, parce qu'il lui arrive des tas de trucs. Et en fait, la peur, alors c'est une bonne peur, finalement, parce qu'il s'identifie à la peur de l'animal. Donc là, je rejoins l'émotion, en fait. Hein, les chapitres où il y a de l'émotion, ça donne envie d'aller plus loin. Alors ça c'est pour plutôt CPCE1. Après c'est vrai que je l'ai fait jouer aussi. Alors le jeu, je l'ai fait jouer aux billes. J'ai fait un jeu de billes pour le renard vipère. Des billes jaunes, des billes oranges, des billes vertes, comme les couvertures. Et donc ils ne doivent pas toucher les bandes oranges ou les bandes jaunes, et c'est le premier qui arrive au bout. Donc en fait ça leur permet d'entrer un peu dans l'univers du livre, en fait. D'accord. Tout en jouant. Et je crois que vous travaillez aussi à partir des couvertures. Surtout, alors les couvertures, oui, ça c'est pour... je leur demande en fait ce qu'ils voient et ce qu'ils imaginent. Et c'est incroyable. Les enfants, ils ont une imagination complètement folle.
Donc on part que de la couverture. Et là, je lis même pas, je leur lis même pas d'extrait en fait, mais ça leur donne envie d'entrer comme la vitrine d'un magasin, quoi. Ils regardent ça. Alors après, c'est pas la même vitrine pour tout le monde. Là, j'ai fait aussi des tests. Je leur disais, mais est-ce qu'il y en a qui aiment pas lire dans votre classe? Il y en a toujours un ou deux qui va dire qu'il n'aime pas lire, et il y en a toujours un ou deux qui lit énormément en fait. On a toujours les publics. Et celui qui n'aime pas lire, alors, on creuse un petit peu et on lui dit, si tu as une couverture de foot, tu lis? Il dit, ah oui, ça j'ouvre et je lis. Donc ça dépend du thème aussi. En fait, titre, couverture, c'est vrai que c'est la première entrée dans le livre en fait. Oui. Voilà. Alors, puisque vous faites la transition, je vais la faire, et puis ensuite on reviendra aux expériences de libraire ou bibliothécaire dans la salle, comment apporter le livre aux enfants, parce que ça m'intéresse quand même. Mais vous parlez de la couverture, alors du coup, quand on est éditeur, comment on fait pour concevoir des livres qui donnent envie, ne serait-ce que déjà de les ouvrir? Oui, alors je crois que vous vous adressez à moi. Par exemple. Puisqu'on en avait parlé un peu avant. Mais oui, c'est vrai qu'on en est tous là. Évidemment que c'est l'objet aussi qui doit faire amener donner envie au lecteur et puisqu'on en est pour la lecture, ne doit pas en tout cas le rebuter et ne doit pas le décourager. Je crois que j'ai entendu ce matin quelqu'un qui a dit ça, qui ouvrait le livre et dit « Ah non, mais ça c'est pas pour moi parce que je pourrais pas, c'est trop dense, c'est trop chargé, c'est trop... » etc. Et c'est vrai qu'on a tous rencontré, eu des jeunes gens de 8 à 15 ans qui avaient ce rapport-là à la lecture. Donc pour parler plutôt de la tranche adolescent, puisque c'est plutôt de ça qu'on parle aussi, nous on a une petite collection qui est montrée je crois à l'écran là, avec une auteure dont je vais parler, dire trois mots, qui sont là, voilà, ça se passe à Miami, ça se passe à Petra en Jordanie, ou ça se passe au fond de la mer, peu importe, mais voilà, merci. C'est une espèce de club des 5 d'aujourd'hui, voilà, ça s'appelle les 4-7, comme des 7 au tennis. Et puis voilà, la mise en page intérieure, sans utiliser les mises en page 10 dont on a parlé ce matin, sans utiliser, et j'ai pourtant retenu par contre que l'interlettrage pouvait être un bon moyen certainement de raccrocher encore plus de gens, en tout cas de ne pas les perdre en route. Les mises en page intérieures, bon voilà, donc essaye de ne pas mettre trop de signes à la ligne, trop de lignes à la page, et même là, dans le cas d'espèces qu'on voit à l'écran, lorsque ces jeunes gens entre eux s'envoient des petits messages sur Instagram, ou voilà, et bien que ce soit matérialisé par des choses comme ça, des mises en page un peu particulières. Ce qui fait qu'en fait, quand on le feuillette je crois qu'il y a une autre vue, entre des pages qui peuvent être illustrées, d'autres où il y a des mots grossis, d'autres où il y a des mots dans des bulles comme ça qui sont en fait des écrans d'iPhone ou de portable, eh bien, on espère qu'en ouvrant le livre, le lecteur trouve ça à 10 ou 11 ans accessible. Voilà, encore une fois, pas trop lourd, etc. Et qui vont rentrer dans, on l'espère aussi, après, des histoires qui sont intéressantes. Donc oui, la question de la couverture ou de la mise en page intérieure, je crois que ça a été dit aussi ce matin, sans aller jusqu'à, encore une fois, un fort parti pris 10, la couleur, les syllabes, etc. Je crois que Thierry Magnier l'a dit aussi, c'est quelque chose qu'on a tous à l'esprit depuis d'ailleurs fort longtemps, parce que l'édition jeunesse, ça se base aussi là-dessus, et qu'on essaie d'y faire attention. D'accord. Stéphane, votre souci est identique ? Alors peut-être si on peut illustrer mon propos avec la couverture du projet sur lequel on travaille avec Nadine. Pour moi, un projet éditorial, c'est un truc un petit peu égoïste. C'est-à-dire que cette couverture, par exemple, c'est le premier essai qu'on a eu d'une jeune illustratrice qui est de Barcelone, une jeune catalane qui s'appelle Ana Aparicio Catala, que moi j'ai découvert vraiment, c'était un gros coup de chance, en allant à la foire du livre de Shanghai. Et j'ai vu une expo là, et parmi 50 illustratrices, j'ai vu son travail à elle, et donc je l'ai contactée. Et j'avais déjà mon idée en tête de la thématique. C'est-à-dire que vous avez vu notre logo au début, qui est d'ailleurs un petit bus qui voyage, un dessin de Sébastien Morin, avec son autorisation d'ailleurs qu'on utilise maintenant comme logo avec la signature ABC Mélodie.
Donc cette illustration, en fait, on est parti pour ce projet de croquis qui était déjà existant. Et moi, j'avais l'idée de faire un livre sur l'exploration. Voilà, l'exploration, je suis passionné d'exploration, de voyage, Jules Verne, texte classique. Et donc j'ai appelé Nadine, à qui j'avais parlé 4-5 ans auparavant. Je t'ai appelé un samedi, je crois. Et j'ai eu un déclic. C'est-à-dire que je voulais lier ce projet à mon amour de la découverte, ma curiosité et le voyage, mais aussi aux émotions que suscite pour moi le voyage. Et on parlait de la peur, et je voulais faire le lien, Florian, avec la peur, ou alors c'était toi, Paul, sur la peur, c'est que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de tours du monde, j'ai fait Paris-Hong Kong en train transsibérien, dans des trains russes, et j'ai toujours eu une part de peur avant de voyager, mais qui m'a aussi poussé à le faire, à aller plus loin. Et inconsciemment, c'est ce qui va se passer dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'on va, avec Nico et Ouistiti, on va aller explorer des endroits. Vous allez voir qu'on ne parle pas du tout des parents. Ils partent explorer pour aller découvrir le monde. On s'est basé en fait sur des illustrations que j'ai montrées à Nadine, en lui disant, voilà, alors il y a des crayonnés aussi un peu plus tard, en lui disant, voilà, est-ce que tu pourrais écrire, donc c'est un petit peu comme une commande, écrire une histoire voilà, autour de cette exploration et de ces personnages en crayonné, personnages assez fantastiques. Et donc Nadine a fait un texte et tout ça était très très rapide. Et l'illustration, c'est vraiment un coup de bol, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est le premier essai. Et Banco, je l'ai montré à Nadine. Et dans l'illustration de la couverture, il y a tout, en fait. Il y a le petit Nico, voilà, dans leur sous-marin, qui ressemble beaucoup au Nautilus, hein, donc avec, je ne sais pas si vous voyez l'hélice, c'est une hélice qu'on tourne comme ça. Donc il y a l'idée du jouet, il y a des créatures assez fantastiques, puis bien sûr il y a des sirènes. On a regardé la couverture ensemble. Alors, ce que je vous montre là, c'est des choses qu'en général les éditeurs ne montrent pas. Donc vous êtes un peu dans la confidentialité. Mais montrer des crayonnés ou un projet qui est en cours, mais c'est pour vous montrer en fait qu'on peut travailler de cette façon, c'est-à-dire faire un projet éditorial à partir de... Moi j'ai vibré quand j'ai vu les illustrations, alors pas les illustrations qui sont... Alors voilà, ces illustrations-là par exemple, des machines, parce qu'en fait ces deux-là vont construire des machines pour aller explorer le monde, donc les fonds marins, le ciel, les nuages, la jungle, etc. Donc c'est un pari qu'on prend, c'est risqué, mais la couverture nous plaît beaucoup. Et moi, en tant qu'éditeur, elle me fait vibrer. Si je ne vibre pas, comment est-ce que je peux transmettre ça aux enfants? Donc après, c'est vraiment le coup de bol. On espère. Et puis après, si l'enfant vibre pas, on ne fait pas non plus un livre en pensant absolument est-ce que l'enfant va aimer ou pas. Moi, j'ai besoin vraiment de vibrer sur le texte et les émotions. Alors après, je ne vais pas parler trop longuement là-dessus, mais je suis un peu passé sur le divan de Nadine et je lui ai parlé de mes peurs. Et quand j'étais petit, j'ai une anecdote. Alors je vais parler d'une peur que j'avais, c'est la peur du noir, que beaucoup d'enfants ont. Et d'ailleurs, on était à Montpellier il y a 3 semaines et Philippe Mérieux a fait une intervention, il parlait de la peur. Donc le livre me relie aux autres, je le partage avec d'autres. La peur d'être abandonné, d'être mangé par le loup touche beaucoup d'enfants. L'enfant fait face à ses émotions dans les livres. Et à travers des personnages, le questionnement de la peur est partagé par d'autres et disparaît. L'enfant voit le monde du point de vue des autres. Et moi, j'avais une peur du noir qui a été exacerbée en fait, par le fait que mon père, quand j'étais petit, m'envoyait à la cave pour aller chercher du charbon. Parce qu'à l'époque... je parle des années, je suis né en 63, donc début des années 70, on avait une chaudière au charbon, avec vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, des boules de charbon et celles d'entre vous. Et donc je remontais avec le seau, mais il y avait une minuterie dans la cave, donc, qui dit minuterie, minute, et la lumière s'éteignait. Et alors j'ai développé une peur incroyable qui m'a suivi dans ma vie d'adulte. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu peur de prendre certaines décisions, j'ai eu peur de plein de trucs en fait. Et avec le voyage, voilà, il y a des peurs qui sont estompées
Je me souviens dans le Transsibérien, quand j'ai fait Paris-Berlin, c'était un train... Berlin-Moscou, c'était un train russe. Tout était écrit en cyrillique. Ça m'a foutu une frousse, mais en même temps, voilà, cette curiosité m'a permis d'y aller. Mais le fait que ce soit écrit en russe, et voilà, en plus j'ai lu plein de trucs sur le KGB, tout ça. Donc, voilà. Mais cette peur du petit Nico là, qui va quand même y aller dans son sous-marin, va être le début de l'exploration des émotions. Et c'est là que le travail, après tu pourras faire le lien, mais le travail... Donc quand je dis que je suis allé, je me suis tendu sur ton sofa, en fait je t'ai parlé de mes peurs, et c'est vrai que les enfants... et les enfants, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on permet aux enfants aussi, voilà, de faire face à leurs peurs, leurs émotions. On va aussi parler de l'abandon, la peur de l'abandon, de l'amour aussi, parce que le petit Nico, il tombe un petit peu amoureux d'une sirène qui va après le quitter, etc. Mais heureusement, il y a Ouistiti, donc l'amitié, et qui sont des valeurs très chouettes à raconter aux enfants. Voilà, j'en ai assez. Alors Nadine, du coup, puisque vous avez été interpellée, et quand toujours sur la même chose. Et je vais répondre en 2 temps. Déjà sur l'histoire de psychologue, ça c'est vraiment un truc important pour moi. Et l'autre chose, oui, sur pourquoi j'ai participé à ce projet. Parce que je ne travaille pas sur commande, en fait. Jamais, quasiment. Donc, voilà. Alors, effectivement, ce que dit Stéphane est gentil, mais c'est vrai que dans toutes les interventions, dès que je dis que j'ai une formation de psychologue, je suis interpellée là-dessus. D'ailleurs, c'était rigolo parce que Paul, quand vous avez dit psychologue, t'as dit « Ah ouais ». C'était écrivain jeunesse, et ça recoupe ce que dit Thierry, c'est-à-dire écrivain. Parce que écrivain jeunesse, alors écrivain par rapport à écrivain jeunesse, c'est vrai que on a tout de suite une petite réaction. Et alors moi, quand j'ajoute psychologue ou quand des interventions arrivent psychologue, alors il se passe autre chose. Et c'est pour ça qu'au début, là, j'avais pris la précaution de préciser, en fait, dans mon parcours, les choses se sont faites en même temps. Donc, j'ai beaucoup de questions, moi, surtout des adultes, en fait, des enseignants, sur êtes-vous devenu écrivain parce que vous étiez psychologue, êtes-vous devenu psychologue parce que vous étiez écrivain. En fait, les choses se sont faites ensemble. J'ai toujours eu la sensation que c'était des couleurs différentes. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, Stéphane gentiment dit, il est passé sur le divan. En fait, d'abord, il m'a jamais... mais bon, il m'a jamais raconté l'histoire qu'il vient de vous raconter. D'ailleurs, il m'a parlé du chemin de Compostelle et de la peur du noir avec la lampe de poche. Et en fait, donc c'est pas la même histoire. Et en fait, il m'arrive d'intervenir encore en centre de consultation à partir de l'écriture. C'est un endroit, en fait, un lieu très particulier. C'est-à-dire, en fait, on peut pas être écrivain là en faisant autre chose. Et je peux pas être psychologue vis-à-vis des gens. En fait, j'ai autant de peur, sinon plus. D'ailleurs, je me serais jamais embarquée dans Berlin-Moscou, moi. Mais en fait, il y a un cadre qui fait qu'à un moment, on a une forme d'écoute. Ça, c'est sûr. On a une formation particulière à l'écoute qui fait qu'on travaille d'une façon particulière dans des lieux précis et des moments précis. Et il n'y a pas longtemps, j'étais intervenue, on l'évoquait avec Thierry, avec Arnaud Catherine, donc, qui, dans le cadre d'intervention de la Maison de la Poésie. Et c'est vrai qu'il m'a interpellée là-dessus, et il travaille souvent avec un auteur que j'aime beaucoup, moi c'est Lydie Salver. Et je lui ai dit, mais jamais on ne demande à Lydie Salver si elle écrit parce qu'elle est psychiatre. Or, elle a fait un travail monumental en tant que psychiatre. Donc il y a bien derrière une histoire de reconnaissance sur l'écriture. Et dans le projet pour la demande de Stéphane, moi ce que j'ai aimé, c'est l'enthousiasme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chien fou qui me demande un truc dans tous les sens un peu, avec des images déjà faites, un enthousiasme immodéré. Effectivement, on s'était contacté il y a 5 ans pour rien au départ. Et en fait, dans cet enthousiasme-là, il y avait aussi ce que lui... Alors moi, j'ai du mal à dire effectivement que c'est mon texte, ça énerve Stéphane, mais c'est vraiment ce mouvement qu'il a mis en route où je me suis dit, voilà, j'ai une matière d'écriture que je travaille, il va falloir que je la travaille 2 fois plus pour ne pas me faire manger
par l'enthousiasme de l'autre ou les images de l'autre. Donc ça, c'est un pari qui m'a intéressée. D'ailleurs, à un moment, je suis partie sur mon texte en disant je ne peux pas, si je colle trop, il n'y aura pas de texte. En fait, il faut qu'il y ait un écart en fait entre le désir de l'autre et le résultat. Mais après, il y a eu un gros travail d'ajustement. C'est-à-dire qu'on a eu un texte, des images, l'envie de Stéphane et puis aussi tout ce qu'il a amené. Moi, en fait, cette histoire de Peur de Noir m'a touchée parce que je trouve qu'elle se reliait très très fort avec le projet. Je trouvais que c'était vraiment un des ressorts. Et donc, à un moment, ça a pris sa place. Mais il y a vraiment tout un moment où on laisse les choses prendre leur place. Et ensuite, il y a eu un travail exigeant, même assez sur... page à page, phrase à phrase, comment ça s'ajuste et de quoi il est question. Et maintenant, je peux le voir comme un objet total, en fait. D'accord. Mais dans toute cette démarche, est-ce qu'à un moment, on se dit, est-ce qu'on pense à ces petits lecteurs ou à ces gens qui ne lisent pas quand vous êtes face à votre page blanche ou est-ce que vous écrivez pour eux ou... Moi, je pense que la question c'est exactement ce que dit le texte de Jeanne Benhammer pour moi. Jeanne, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, moi, avant même qu'elle soit écrivain. C'est quelqu'un qui a fait un gros travail dans les ateliers Elisabeth Bing, qui connaît très bien le monde de la psychanalyse et qui est vraiment sur cet espace très pertinent de la fragilité. Je sens que quand j'écris, j'entre en espace de fragilité. Et il me semble que dans ce qui a pu se passer et le fait que les demandes que j'ai sont plutôt des demandes d'associations qui travaillent avec des gens dans la fragilité, il y a un lien fort qui est effectivement plus un lien de sens et d'émotion qu'un lien de compréhension qui fait que on est d'une certaine façon avec l'autre. Mais avec l'autre peut vouloir dire, quand on écrit, être avec soi-même. Mais ça demande, je trouve, un travail d'entrer dans un texte qui nous met en lien avec quelque chose de nous-mêmes qui n'est pas en surface. Et il me semble que c'est cet endroit-là qu'on remet en jeu avec l'autre. Parce que l'autre, c'est quand même comme un autre soi-même, et on va le chercher à l'endroit. Alors, bon, il y a Jung aussi, il n'y a pas que Winnicott, il y a Jung qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire on pourrait penser que quel que soit l'éloignement par rapport aux autres, on pourrait aller jusqu'au monde de l'autisme. Il y a un endroit où un lien se fait et on peut le rater, on peut passer à côté. Moi, je peux dire qu'il y a des interventions, j'ai raté des gens. Mais quand le lien il y a un endroit où on peut les trouver, mais il faut chercher le chemin. D'accord. Et le travail serait peut-être à cet endroit-là. D'accord. Et Paul, je vous voyais dire non, quand j'écris... Ah oui, non, moi quand j'écris, je suis dans mon scénario et j'espère que la passion que je mets dans mon écriture fera une passion de lecteur après, mais je ne suis pas en train de me dire je vais être lu. Des fois, je peux me faire... voilà, c'est autre chose, hein, mais je peux me faire emporter par mes personnages. Oui, c'est pas du tout la même chose, mais du coup, moi, quand j'écris, voilà, je suis concentré sur mon texte, et puis après, advienne que pourra, quoi. D'accord. Voilà. Florent, je crois que... Moi, je voulais juste partager l'opinion plutôt de l'auteur Christine, qui n'est pas là aujourd'hui, Christine Le Déroute, des petits livres qu'on voit devant, qu'on a vu tout à l'heure un peu aussi passer à l'écran. Parce qu'elle, voilà quelqu'un qui était une dyslexique plus. Hein, vraiment, elle le dit, elle l'avoue, elle le sait. Voilà, elle a vécu une jeunesse terrible et peut-être même une adolescence et peut-être même un début de vie adulte assez troublée par cette dyslexie très, très, très forte qui l'a handicapée énormément, dit-elle, dans sa scolarité, dans sa relation aux autres, etc. Donc elle, quand elle s'est mise à écrire, sur le coup de 40 ans, aujourd'hui elle en a un peu plus, c'était vraiment une revanche, quand même, une revanche sur ça, sur tout ce passif
qu'elle sentait en quelque part en elle, et ça l'a libérée, vraiment, elle le dit comme ça. Nous, ça nous a touchés, parce qu'elle a commencé à auto-éditer un petit livre elle a fait fabriquer donc du coup 1000 exemplaires chez un imprimeur, n'est-ce pas, et puis elle le diffusait comme ça autour de chez elle, et puis finalement ça nous est tombé entre les mains, et lorsqu'elle a voulu en faire un second, elle s'est adressée à nous, et bref on a dit oui, et maintenant on est rendu donc au 5e qui paraît le mois prochain d'ailleurs, Mystère au manoir. Mais on a été sensible aussi à ça, voilà. Et je pense que les lecteurs pour qui elle écrit, elle, j'imagine qu'ils sont sensibles à ça, ou en tout cas quand elle est en intervention scolaire, etc. C'est souvent la première chose qu'elle dit. Elle les regarde dans les yeux, elle dit mais voilà, vous qui ne savez pas ou ne pouvez pas, n'aimez pas lire, etc. Sachez que moi j'étais exactement comme vous pour des raisons, alors là pour le coup presque médicales, mais que du coup ça m'a coupé de tout un monde, et que pourtant j'avais ça en moi. Aujourd'hui je le ressors et j'espère que je vous le ferai partager. Donc nous on est vraiment heureux que Christine ait passé ça, et puis aujourd'hui voilà, peut-être une autre collection bientôt démarrera avec elle, donc elle va à côté de son travail qu'elle fait par ailleurs démarrer une deuxième vie d'auteur jeunesse, et je pense qu'elle pense vraiment aux lecteurs en difficulté de lecture. Mais ça se traduit concrètement du coup dans ces... Ça se traduit peut-être parce que c'est sa façon d'écrire aussi des histoires. Donc j'ai vu tout à l'heure la linéarité chronologique, c'est vrai qu'elle est là. Il n'y a pas beaucoup d'ellipses, oui, c'est vrai aussi. Il n'y a pas beaucoup de flashbacks, ça c'est vrai aussi. Et puis il y a beaucoup de dialogues. Il y a ce qu'on a vu à l'écran, là ce qu'on voit encore, je crois. C'est-à-dire il y a le fait que le smartphone, les écrans en général ne sont pas ostracisés, au contraire, ils sont même intégrés dans les petites histoires, avec ces enfants, bref, qui communiquent et qui font des recherches sur Internet et qui font plein de choses. Bon, voilà. Et voilà, donc peut-être que le séquençage en chapitres courts, enfin voilà, des choses assez simples, en fait, ce que je dis là. C'est pas, encore une fois, on n'invente pas la poudre, mais je crois qu'elle y est quand même sensible pour encore une fois que ça intéresse le maximum de lecteurs, y compris ceux qui auraient du mal. D'accord. Alors on va revenir peut-être en quelques minutes sur la manière d'apporter ce livre aux enfants. Je vois que vous avez amené vos peluches, Paul, dans les écoles. Alors comme vous adressez à différentes tranches d'âge, je crois aussi que vous avez noté que les défis lecture, ça marche beaucoup. Alors qu'est-ce qu'un défi lecture ? En fait, on parlait tout à l'heure de la couverture, donc, qui est un peu l'entrée, la vitrine du magasin. Je remercie d'ailleurs les illustrateurs, moi, parce que c'est pas moi qui les fais, les illustrations, et je trouve qu'ils font un travail remarquable. C'est quand même la première chose qu'on voit dans le livre. Et donc, après, il faut, donc, une fois qu'ils sont rentrés dans le magasin, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous allez trouver dans le magasin. Alors c'est amusant parce que j'ai demandé à des institutrices en fait, de faire des sondages un peu dans leur classe, et il y a carrément une institutrice dans une classe de CM2 qui a demandé « Aimez-vous lire ?» Donc sur 27 élèves, il y en a 26 qui ont dit oui et un qui a dit non. Celui qui a dit non, il a dit parce que c'était ennuyeux, la lecture. Alors après, c'était anonyme, à la maîtresse n'a pas regardé, elle m'a tout envoyé, c'est bourré de fautes, donc elle n'a pas regardé, etc. Et après, elle leur a demandé pourquoi vous aimez lire. Et donc là, en fait, on rejoint complètement ce que disait Stéphane tout à l'heure. Le premier thème qui revient en premier, c'est le voyage. Donc ils ont cité le voyage, ça les fait voyager. C'est l'aventure, la détente. Ils ont dit le rêve, parce que c'est des autres mondes. L'identification au héros, donc ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre. Ils ont donc la découverte des histoires, alors ça je pense que c'est universel en fait, tout le monde est intéressé par les histoires. L'humour, donc on est vraiment sur ces thèmes-là, et puis il y en a un qui a marqué parce que ça lui apprend du vocabulaire, voilà, pour rester un peu dans le scolaire. Voilà, et donc en fait l'institutrice donc, commence, alors les défis lecture, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre d'événements. En fait, c'est plusieurs classes donc, qui se groupent. Donc, c'est des CM2 avec des 6e. Enfin, là, en l'occurrence, moi, je participe à un défi lecture. Donc, mon livre fait partie du défi lecture. Mais il y en a plusieurs autres. Donc, il n'y a pas que ce livre-là. Et donc, tous les enfants lisent tout le long de l'année sur plusieurs classes. Et après, ils vont échanger. Donc, ça leur permet de voir
entre eux, de discuter, donc de reparler des livres. Et la plupart, en fait, des enfants, il y en a pas mal qui se mettent à lire de... Alors c'est un peu forcé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à leur dire vous avez l'obligation de lire un livre. Là, je pense que là, on est fichu. Si on leur dit ça, ils n'auront jamais envie de continuer. Mais c'est quelque part partagé. Voilà. Partager plusieurs lectures ensemble. Et ça accroche les enfants. En général, les parents viennent à la fin de l'année féliciter les institutrices pour dire bon là, le mien il s'y est mis, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une porte d'entrée pour quelque part revenir dans le magasin, parce que s'il suffit pas d'entrer, ils sont entrés dans un livre. L'intérêt, c'est qu'ils aient envie d'en découvrir d'autres et de se mettre le pied à l'étrier de la lecture. Donc le défi lecture, c'en est un. Il y a d'autres cartes. Il y a les bibliothèques. Ça, c'est un rôle important, les bibliothèques. Mais même ne serait-ce qu'aller visiter une bibliothèque, qu'aller visiter une librairie. Moi, j'ai eu la chance de voir la bibliothèque de Liverpool. C'est incroyable. Mais je pense qu'il y a énormément... Le lieu en lui-même est magique, en fait. Et puis, il y a plein de lieux en France, partout. Les librairies sont incroyables, les bibliothèques sont incroyables. Il y a plein de façons, en fait, quelque part, d'entretenir la flamme. Voilà. Alors du coup, ce sera la dernière question. Et là, je m'adresse à la salle. Bibliothécaire ou libraire, comment vous faites quand il y a quelqu'un qui... Oui, pardon. Un parent qui arrive et qui vous dit « Mon enfant n'aime pas lire et j'aimerais le faire lire ». Moi, j'aurais plus envie de parler de littérature aussi, du texte lui-même. Je pense que si on a envie que les autres lisent, si on a envie c'est le mot partage qu'il faut venir là-dedans. Donc si on espère avoir fait le texte qu'il faut, qu'on l'aime, qu'on l'a travaillé, qu'il est suffisamment universel, que c'est pas une petite histoire qui est gentille et qui permet voilà, l'universalité d'un texte, elle est hyper importante. C'est là où tout le monde peut prendre quelque chose. C'est-à-dire que dans ces textes, il doit y avoir du non-dit, des références, il doit y avoir plein de choses, plein de choses riches. Mais on arrive à trouver quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'accrocher sur ce texte. Et si ce texte est écrit dans cet esprit-là, mais pas forcément pour un lecteur, mais pour soi, parce qu'on a envie de partager cette voix, je pense qu'on peut partager et donc entraîner quelqu'un à lire. Alors c'est facile de dire ça, mais vraiment, je reviendrai sur ma première question. Il faudrait passer une journée entière ou peut-être un séminaire entier pour savoir pourquoi les adultes qui sont complètement amnésiques, qui ont oublié qu'ils ont été enfants, qu'ils ont oublié qu'ils ont été adolescents, pourquoi ils s'énervent à vouloir absolument que leur fils ou leur fille lise, alors que de toute façon ils ont lu et qu'ils reliront, et que le livre, dans les familles où le livre existe, et ça c'est génial, il existe. Et ce matin, une personne a dit on n'a pas assez de livres en France, mais voyagez, vous verrez qu'on a des enfants, mais des enfants gâtés en France. Il y a des livres partout, il y a des bibliothèques, la plupart maintenant sont gratuites, il y a des bibliothèques dans les écoles, il y a des librairies. Enfin, je veux dire, on est vraiment des enfants gâtés, on a tout ce qu'il faut, donc mettons-nous au boulot et essayons de faire passer ces choses-là. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut... En fait, il y a quand même une chose qu'on a. Voilà, moi, je voudrais en écho. Ouais, non, vas-y, Nathalie. En fait, en écho à ce que disent Nathalie et Thierry, quand même. On a un vrai problème, et j'étais très intéressée par l'intervention de ce matin, moi, de ce que disait monsieur, en particulier sur les nouveaux programmes, la suppression du sujet d'invention. Je pense quand même que nous, dans notre expérience d'animation, on anime beaucoup d'ateliers auprès des enfants, en école maternelle, en école primaire, parfois en collège. Et puis, le programme de français à partir du collège, c'est un programme d'analyse de texte. Ça n'est pas un programme d'entrer dans les textes d'un point de vue d'émotion, de sensation. Et à moins que des enseignants, et il y en a heureusement beaucoup, s'engagent dans un travail d'écriture avec leurs élèves, ça ne fait pas partie du programme et ça n'est pas demandé. Ce qui fait qu'on arrive au niveau du bac avec des gens qui ont absolument des béquilles sur la compréhension. Quand ils n'ont pas eu l'occasion de faire le travail de la sensibilité et de l'intériorisation d'un texte avant la 6e, ils sont foutus. C'est-à-dire que jusqu'au bac, on leur donne des béquilles pour comprendre un peu de quoi il est question. Et Ulysse, en 6e, quand on prend le texte intégral,
on peut aussi se poser des questions. Jules Verne, on peut se poser des questions parce que du coup, on a des éditeurs jeunesse qui tentent désespérément d'aider les enfants à comprendre des textes en les expurgeant, et en les expurgeant, on perd le littéraire du texte. Donc il y a un moment, il faudrait se demander si effectivement Homère, c'est bien une préoccupation de sixième, si, etc. Et on continue comme ça jusqu'au bac, et au bac, on a sujet d'invention. Alors je suis tout à fait d'accord avec monsieur, le retirer du programme symboliquement, ça pèse son poids, hein, c'est-à-dire qu'on enlève l'invention, l'imaginaire, etc. Mais le sujet d'invention, dans toutes les premières où je suis intervenue, les enseignants disent à leurs élèves, ne le prenez pas. Pourquoi ? Parce qu'ils s'adressent à des enfants qui sont très bons lecteurs, qu'il y a un certain nombre de règles implicites qu'il faut connaître pour le réussir, que la moyenne nationale au bac de ce sujet-là, c'est souvent la plus basse et c'est souvent en dessous de la moyenne, parce qu'on a des enfants qui ont peur de rater la dissertation, qui ont peur de rater le commentaire de texte et qui vont s'enfourner là-dedans en disant « j'ai la liberté d'inventer et de dire ce que je peux dire dans la langue ». Et ça n'est pas du tout ça le sujet d'invention, c'est un sujet extrêmement codé avec, je dirais, un aspect brillant de certains enfants qui effectivement sont de bons lecteurs et ont l'implicite justement. Et donc on est déjà dans le terme d'invention dans une fausse chose par rapport aux enfants. Donc est-ce qu'à un moment on peut penser des dispositifs qui leur permettent de développer leur imaginaire et qui leur permettent de s'approprier la langue par leur propre écriture, ce qui leur permet de lire les textes d'un point de vue beaucoup plus intérieur. Et très franchement, à partir de la sixième, il y a beaucoup de gens militants dans les écoles qui le font, qui essayent de le faire, qui montent des ateliers de lecture, d'écriture, mais ça n'est pas du tout inscrit dans la pédagogie. Et pour moi, c'est une question fondamentale. Est-ce que l'imaginaire, c'est fondamental à l'être humain? Unicode, c'est le sujet de son travail, c'est-à-dire dans l'après-guerre, les orphelins qu'on nourrissait, c'est quand même toute la découverte de l'après-guerre, des violences de l'après-guerre. On nourrit des enfants, on les soigne, ils meurent. C'est-à-dire qu'il manque, c'est tout l'hospitalisme. C'est un travail déjà ancien. On n'a pas réussi, pour des raisons sans doute historiques, à faire rentrer ces préoccupations et ces savoirs-là, et ce que redit maintenant la neuroscience, dans des pratiques pédagogiques concrètes. Donc il me semble que le travail, c'est vraiment ça. Donc l'imaginaire, faire les émotions, l'imaginaire, et puis je retiendrai effectivement le partage, et je crois que la notion maîtresse, le plaisir. Ne jamais oublier le plaisir de lire et essayer de le transmettre, ce qui n'est pas une mince affaire. Je crois que nous allons finir là-dessus, puisque vous avez ensuite des ateliers de travail. Merci pour votre écoute, merci à vous, et puis bonne fin d'après-midi.